Bonjour à tous les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, et je suis à nouveau avec Jeff qui me refait l'amabilité de venir. Salut à tous. Bon, merci à Jeff d'être là. Donc aujourd'hui, des nouveaux sujets que je ne connais pas, il y en a préparé. On espère que ça vous plaira. Je vous le redis pour rappel, au quotidien, la mécanique de la vie, c'est plutôt sur Instagram. Nouvellement sur TikTok et Facebook, mais pour l'instant, c'est quand même un peu plus sur Insta, même beaucoup plus. Sur YouTube toujours, et nouvellement sur la plupart des plateformes de podcast. Donc Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Podcast et même d'autres. Hein. Il manque plus que chez la Pomme Magique, mais pour l'instant, elles sont pas cool. Voilà. Je blague, c'est juste le site qui, pour l'instant, quand on veut créer un compte et qu'on n'est pas Apple, ne veut pas. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, etc. pour le référencement, c'est extrêmement bénéfique. Et on a le projet, certainement après l'été, de créer une Discord. Voilà, après l'été, hein, pas pour le moment parce que on est encore trop petit, la mécanique de la vie est trop petite encore. Mais dans le futur, ça serait l'objectif. Je vous en parlerai plus longuement, mais ça serait super qu'on puisse se réunir sur des channels de discussion où on sera plus dans une sphère publique, aller même un petit peu plus loin des fois dans la réflexion, et surtout mettre un maximum d'esprits qui ont envie de réfléchir dans la même destination, et ça pourrait faire boule de neige, ça serait extrêmement sympathique à venir. Voilà. Trêve d'introduction, et maintenant on va démarrer avec Jeff et les questions qu'il a préparées pour nous aujourd'hui. Voilà, donc tu sais que je voulais t'amener sur le sujet donc, de la nature et société aujourd'hui. Ouais. Du coup, j'avais préparé une petite liste de questions et je vais commencer par la première. Donc c'est pourquoi la nature déteste l'égalité et quelle est la mécanique qu'il y a derrière cela? Qu'est-ce que tu pourrais en analyser? Pourquoi la nature déteste l'égalité? Exactement. D'accord, ok. Mais parce qu'en fait, à mon avis, ça fait partie des lois fondamentales de l'univers. Donc ça va nous permettre de comprendre ce qui nous entoure. Et donc dans les grandes lois fondamentales qui sont ni plus ni moins que des paramètres, quelque part, qui permettent la prospérité. Moi j'appelle ça une loi de l'univers. C'est-à-dire qu'elle est... Elle est un script profond au fonctionnement de l'existence et de la vie. Et donc ce script profond, quelque part, il nous indique que la sélection naturelle, c'est-à-dire aller vers l'adaptabilité, donc celui qui va le mieux, donc dans le monde végétal, ça va être celui qui va le plus adapté à son environnement, aura le plus de probabilité de survivre, voilà, quand il va être dans cette sélection naturelle. Et donc c'est l'adaptabilité qui va primer. Bon, ça c'est des sujets assez classiques, et donc c'est au cœur de tout. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de comprendre que la vie qui nous entoure c'est un indicateur, ce sont des pièces de puzzle pour nous inspirer et nous faire comprendre, parce que si l'univers qui est infiniment plus grand et complexe que nous, les étoiles obéissent à des règles, c'est ce que je me suis expliqué dans la mécanique de la vie, ça veut dire que ces règles, elles nous reviennent aussi. On a les mêmes qui, forcément, vont avoir de l'influence sur nous. Et donc le but, c'est de s'inspirer des lois les plus profondes de l'univers, les comprendre à travers la nature et se les transposer à nous en tant qu'humains, en tant qu'espèce, non dans une théorie qui est en fait de la déconnexion à ce qu'est la réalité naturelle. Hein, voilà. Je sais plus, je l'avais raconté l'histoire de la grenouille rouge. Oh, de toute façon, tu peux faire une petite piqûre de rappel. Bon, si je l'avais pas raconté, je la refais. Bon, je vais vous faire la version soft. Grosso modo, c'est une grenouille qui vit dans la forêt amazonienne, voilà, et dans son biotope, je pense qu'on appelle ça, dans son environnement, on va le dire plus simplement, en fait, il n'y a que des grenouilles rouges. Et il y en a une un matin qui se lève et qui voit quelque chose de rouge, un champignon quoi dans la nature, elle se dit tiens, je vais mettre ça sur le dos parce que je serai une grenouille beaucoup plus stylée, voilà. Le problème, c'est qu'elle était le fruit de millénaires d'adaptabilité et de sélection naturelle, si bien que quand elle revient voir ses amis grenouilles, les autres la regardent et lui disent mais
mais t'es rouge, qu'est-ce que tu fais avec un truc sur le dos? Enlève ça tout de suite. Elle dit, mais non, vous êtes réfractaire au progrès, au changement. Moi, ce que je suis, j'ai le droit d'être ce que je veux, etc. Et les autres, ils lui disent, mais c'est pas qu'on veut pas que tu sois ça. C'est juste que le problème, c'est que les prédateurs, le serpent, quand il va voir du rouge alors que tout est vert autour, ça risque d'attirer son œil et d'être extrêmement suspect. Mais non, vous y comprenez rien, je peux faire ce que je veux. La suite de l'histoire, je pense que vous l'avez deviné. Quand vient le serpent, les grenouilles vertes se cachent et peut-être qu'ils ne la voient pas, et elle, qui sera extrêmement flagrante, attirera les divers prédateurs, et la sélection naturelle fera disparaître à tout jamais la grenouille rouge dans le cadre que je viens de dire. Je crois qu'il y en a des grenouilles rouges quelque part, mais dans cet environnement-là, elle n'était pas la plus adaptée, donc elle a disparu. Voilà. C'est la différence entre le vouloir, quelque part, et la raison. La raison, c'est de comprendre notre environnement, avoir la conscience de ce qu'il est et vivre en parallèle de cette réalité sans des fondements qui ne sont pas en rapport avec la science, avec l'intelligence, avec la réflexion, avec le raisonnement. Voilà. Et c'est ça la différence entre la raison et la passion. La passion, c'est du sentimental, c'est de l'émotionnel, c'est de la croyance, et la raison, c'est la prospérité, c'est la transposition à la réalité qui nous entoure, etc. Voilà. Donc voilà pour l'histoire de la grenouille rouge. Tu peux me reposer la question parce que comme je m'y suis éloigné, je vais voir si je trouve un complément d'information. Je reviens à la question. C'était pourquoi la nature déteste l'égalité et qu'est-ce que c'est que la mécanique derrière? Ok, pourquoi la nature déteste l'égalité. Et donc c'est à cette fin, mais parce que dans les grands paramètres et dans les grandes lois de l'univers qu'a voulu l'intelligence supérieure, eh ben, il est écrit que l'adapté sera celui qui survit. Et donc comme la nature est là pour inspirer l'homme qui est... qu'on le veuille ou non, à mon avis, le tester, c'est-à-dire que tout autour est un paramètre de son jeu, de son expérience de jeu, comme je le dis inlassablement, comme ce qui entoure le gamer dans un jeu vidéo. Le monde qu'il y a autour ne sert que l'expérience de jeu, ce qu'ils appellent le gameplay. Là. Voilà. Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que la nature est là pour nous inspirer à comprendre comment la loi fondamentale de l'univers doit fonctionner. Elle n'est pas dans la domination, elle est dans l'adaptabilité. Voilà. Et en plus, l'homme souffre de paramètres qui sont encore plus complexes que la nature, parce que la nature aura plus de mal à se maudire, alors que pour l'homme, il est infiniment facile de le faire, parce que comme il est l'être testé, eh bien, au-delà du fait de sa propre disparition, mais il va créer en plus beaucoup plus de souffrance quand il ne va pas respecter ces fameuses lois de l'univers, alors que la nature, elle, respecte assez scrupuleusement les lois de l'univers, puisque comme on le dit, si tout d'un coup Monsieur Soleil se lève un matin, il se dit vas-y, moi ma trajectoire elle me plaît pas, je vais aller là-bas. Bon, ben on disparaît tous. Voilà. Donc ça veut dire que la nature est beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus scrupuleusement respectueuse même de ce qui a été prévu pour elle, parce que sinon elle ne permettrait pas la vie, l'expérience de la vie et la prospérité. Voilà. Est-ce que des questions te viennent par rapport à ce que j'ai dit? J'aimerais bien rebondir là sur l'exemple de la grenouille. Parce que bon, je l'ai totalement compris. En gros, les grenouilles vertes, naturellement, probabilisent sur le fait qu'il est plus intelligent au vu des prédateurs de rester comme elles sont plutôt que de changer. Complètement. Voilà. Sauf que qu'en est-il si, admettons, la vision du serpent change et il va observer mieux le vert que le rouge. Cette grenouille pourrait être amenée à survivre même si elle est un peu l'exception qui confirme la règle. Oui, alors bien sûr, alors c'est là où ça devient intéressant après, c'est la complexité, mais c'est parce qu'il faut pousser l'adaptabilité jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'après, il se pourrait, alors on va prendre cet exemple, qu'une grenouille verte ait compris qu'il y avait un changement de paradigme dans son environnement et dans les prédateurs, parce que si vous poussez la question, peut-être que le serpent, lui, va se faire déglingue par je ne sais quel autre, ou par des hommes, tout simplement. Les hommes, ils veulent pas consommer les grenouilles parce que c'est pas des Français en Amazonie. et donc, du coup, il va y avoir de moins en moins de serpents. Et finalement, ce qui était leur prédateur principal devient un prédateur secondaire. Et là, peut-être que la nouvelle génération de grenouilles aura plutôt intérêt à être rouge parce que son nouveau prédateur, lui, ou le nouveau biotope, environnement, etc., qu'il aurait pour elle, serait plus tendance à être rouge. Ça voudrait dire que quelque part, de temps en temps, une grenouille verte pourrait, si elle avait la réflexion et tout, se prémunir de l'avenir en envisageant ou en probabilisant ou en ayant la lecture de ce changement finalement d'environnement qu'il y a autour d'elle. Et ça, bon, le but c'est quand même pas de parler des grenouilles, c'est de parler des hommes. Et donc les hommes, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est notre capacité à anticiper un paradigme autour de nous. Voilà. Mais quelque part, l'adaptabilité, elle résonne ainsi. C'est ce que les humains ont
C'est ce que les humains ont toujours fait. Si c'est lui qui a été le plus capable d'entreprendre, celui qui a été le plus capable d'ingéniosité, de science, si je puis dire, quelque part a été la civilisation qui s'est le plus adaptée. Alors elle s'est le plus adaptée versus les autres civilisations. C'est pas forcément le plus adapté vis-à-vis de l'origine créatrice et des lois de l'univers, parce que les deux choses sont extrêmement différentes. Voilà. Alors, elles ont juste été capables de plus dominer d'autres civilisations. Voilà. Alors je vais profiter quand même de cette occasion parce qu'on a parlé beaucoup des grenouilles, alors que les grenouilles, bon, c'est pas le problème, c'est pas le propos. Mais en fait, cet exemple permet de comprendre quelque chose. Ce qui se passe souvent, c'est que quand les hommes, donc là on va prendre les grenouilles vertes, commencent à faire des choses qui ne sont plus des choses qui sont autorisées au monde des grenouilles. J'entends par là, par exemple, une grenouille, normalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire elle a besoin d'un certain niveau d'hydrométrie dans son environnement pour pouvoir survivre, on va dire, d'accord? Mais en fait, ce qui va se passer, elle va se dire, non, moi, là-bas, ça me plaît, je vais aller voir qu'est-ce qui s'y passe. Et en fait, là-bas, je sais pas, c'est plus volcanique, plus aride, je ne sais rien, elles sont moins acclimatées à ce nouvel environnement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont commencer, comme elles sortent de l'ordre établi pour elles, à avoir des symptômes, des pathologies du fait de ce nouvel environnement. C'est-à-dire que comme elles ne veulent pas respecter les lois de l'univers, elles vont se maudire à faire quelque chose qu'elles ne sont pas en droit initialement de faire. Si bien que quand elles vont faire ça régulièrement, en fait c'est comme si elles allaient un petit peu se maudire. C'est comme si elles allaient sortir de leur protection au plan supérieur et donc ramener la merde à la maison. Voilà. Et si bien que des fois, ce qui va se passer, c'est qu'elles étaient les plus adaptées, elles étaient les grenouilles vertes, celles qui étaient le plus résistantes aux prédateurs. Les prédateurs n'ont pas changé, l'environnement non plus, mais comme elles sont sorties de l'ordre établi, de ce qui était quelque part des lois que l'univers leur sommait de respecter, et bien quelque part, elles ramènent la malédiction chez elles, d'une certaine manière, et donc vont disparaître au détriment, parce qu'elles se sont maudites, donc le game les punit, elles disparaissent pour laisser place à une autre espèce qui, elle, respecte beaucoup plus l'ordre établi ou vient s'inscrire dans un nouveau plan de jeu, si je puis dire, du créateur. Une faveur qui est accordée par l'origine. Complètement, par l'origine, parce qu'elle ne se serait pas maudite. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai constaté chez les hommes régulièrement, c'est ce que fait très très bien l'Occident, de se maudire de plus en plus. Ok, super. Bon, je poursuis sur une autre question, si tu me le permets. Tu sais que voilà, dans ce monde, on est de plus en plus renfermé sur nous-mêmes. Tu vois, les gens adoptent une position un peu plus égoïste, individuelle. Alors moi, je juge pas du tout, c'est juste un constat. La question qui est la suivante, c'est si le système souhaite cela, à ton sens, pourquoi faire unité dans la nature est aussi important? Alors, tu veux dire qu'en fait, se rassembler autour de la nature? Alors, dans la nature, on observe toujours l'unité, d'une manière ou d'une autre, autour d'un équilibre, etc. D'accord. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, pour être mieux adapté dans notre système, il faut être individualiste, alors que dans la nature, il faut faire unité? Mais parce que... alors bon, ça déjà, pourquoi tu considères qu'il faut être dans l'individualité dans notre société? Moi, je pense pas forcément ça déjà. Je pense qu'en fait, c'est la conséquence d'une société malade, voilà, qui a perdu de sa superbe, de sa genèse, de ses origines, de sa culture. Voilà. Et en plus, c'est très français. Il y a quand même des sociétés qui sont restées beaucoup plus fraternelles que la société française, par exemple. Voilà. Donc, mais parce que normalement, une autre loi de l'univers, c'est la coopération. Parce que la coopération amène un résultat favorable à la sélection naturelle, et notamment chez l'humain. Parce que si tu passes ton temps à te dire que celui qui vit dans ta tribu c'est ton ennemi et que tu passes ton temps à te démonter, quand tu vas aller te friter avec finalement une tribu qui est beaucoup plus loin, mais ils vont être plus nombreux que toi parce qu'ils ne seront pas autodétruits à l'intérieur. Donc quand tu vas être remis entre les mains de la sélection naturelle, toi tu vas disparaître, ils vont rester très probablement. Voilà, et je peux te mettre ça sur divers exemples. Donc
Donc voilà pourquoi normalement la coopération est extrêmement bénéfique à l'humain, mais dans une coopération intelligente. C'est-à-dire que la coopération doit prendre en compte les spécificités naturelles des uns et des autres. Et c'est là le problème de la coopération, c'est quand on pense que tout le monde est égaux. Voilà. Nous n'avons pas tous les mêmes faveurs de la vie, nous sommes peut-être tous géniaux, mais pas forcément tous dans le même registre. Il faut arrêter d'expliquer à la grenouille rouge qu'elle va mettre un coup de tête au serpent. Il y a quand même peu de probabilité que ça arrive, même si on ne sait jamais, tu vois, sur un malentendu, on ne sait jamais. Mais c'est ça le problème, c'est de ne pas être dans la déconnexion, il faut être dans la réalité des choses et naturelle. Et comme ça permet de s'adapter beaucoup mieux. Dans la coopération, oui, mais une coopération de sélection, au même titre que tu ne fais pas jouer un attaquant en défense. Voilà. Ou dans un moment extrêmement ponctuel d'un match spécifique. Voilà. Mais normalement, un bon manager, c'est-à-dire voilà, une bonne team d'humains, devrait reconnaître que certains ont plus de faveur d'un côté que de l'autre. Hein. Si tu travailles mieux le bois, je ne vais pas aller te faire de la ferronnerie. Voilà. Au bout d'un moment, il faut être rationnel. Et donc, la coopération, normalement, c'est ce qui amène l'humain le plus loin possible. Et plus la coopération est savante et intelligente, plus normalement, l'humain est en capacité d'aller loin. Mais il doit... Et c'est là où on reviendra toujours respecter les lois de l'univers et les paradigmes complexes, hein, parce que il y a à pouvoir tirer le meilleur de chaque individu, et après il y a des dimensions supérieures. Je pense personnellement, je le dis comme ça, que des civilisations dans l'histoire ont disparu parce que se sont maudites, parce qu'elles faisaient des choses qui étaient interdites par l'origine créatrice. Et donc elles ont disparu parce qu'elles se sont maudites. Voilà. J'en dis pas plus parce que je veux pas embêter les gens qui eux croiraient l'inverse. Hein, voilà. Mais ça n'empêche pas, de réfléchir à ce sujet. C'est que souvent la sélection naturelle et la destruction de certaines civilisations, nations, c'est fait souvent parce que ces nations-là avaient agi contre leurs droits, contre les droits fondamentaux, et donc se sont maudites, et c'est comme si l'univers ou Dieu avait autorisé de les faire sortir de la plateforme parce que justement ils n'avaient pas respecté les règles. Ouais. Donc si je reprends, faire unité, en fait, finalement, c'est répondre à une demande, une loi de l'univers. Ouais. Et si on répond favorablement à cette loi, on est favorisé. On a plus de probabilité de l'être, clairement. Voilà, mais comme je te dis, après, il y a quelques paramètres complexes qu'il faudrait nuancer, comme certaines civilisations qui faisaient des choses qui étaient interdites spirituellement, comme certains rites, etc. Et donc, quand tu les fais, tu fais rentrer, comme si tu faisais rentrer de la négativité dans ta civilisation, et tu fais grandir un égrégore de négativité, et tu te fais punir par Dieu, parce qu'au bout d'un moment, il dit, bon, il n'y a plus que de la merde en bas, là, donc je vais vous dégager. Voilà. Donc voilà, oui, la coopération, évidemment, est extrêmement plus favorable à l'humain, et bon, les derniers millénaires nous l'ont largement montré. Ok, j'aimerais que tu me parles justement de la singularité des hommes dans la nature, tu vois, et quel est l'apport? Parce qu'on a parlé d'égalité, et justement chacun est un peu différent, mais dans quel sens, tu vois, il peut y avoir des apports par chacun, comment on va se rééquilibrer auprès de l'autre ou auprès de soi-même? C'est toute la complexité, et là tu m'amènes sur un sujet épineux qui est difficile de traiter publiquement, mais parce qu'en fait il faut avoir une gestion, comme je disais tout à l'heure, extrêmement managériale de sa société et de sa nation. C'est-à-dire que déjà, il faut comprendre la nature humaine, ses spécificités, ses complexités, pour pouvoir bien la gérer. Et toute la difficulté, elle réside là-dessus. Parce que le problème, c'est que si tu traites équitablement quelque chose qui initialement ne l'est pas, je parle d'individu, mais c'est la même chose dans la vie. Hein, vous pouvez prendre une équation, si elle n'est pas égalisée, ça pose des problèmes. Si vous faites de la chimie, trop d'additifs, pas assez d'additifs, ou votre repas, trop de sel, votre repas il est dégueulasse, hein, et vous avez besoin de boire toutes les 2 minutes. Donc en fait, comme tout est un équilibre, ça veut dire qu'il faut savoir piocher avec une certaine sagesse dans les faveurs ou les capacités de chaque individu, et pour pouvoir les mettre à profit. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on gère le mieux nos forces vives d'une certaine manière. Et donc ça serait ça le but. Voilà. Donc il faut quelque part des gens qui aient une capacité de lecture qui soit dans le managérial, mais qui soient aussi en capacité de se soustraire à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut traiter équitablement tout le monde,
Ça, c'est sur le plan moral, mais en même temps extrêmement rationnellement pour pouvoir découvrir quelles sont les faveurs ou les capacités ou les singularités ou les forces de chaque individu et les mettre à profit. Parce que le défaut, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on ne met pas à profit, on a standardisé les esprits, on standardise toute la société, on t'explique que celui qui est capable d'emmagasiner des milliards d'informations, c'est le plus intelligent. Excuse-moi, pour tous ceux qui sont un peu férus d'informatique, je vous mets un processeur qui a 30 ans avec un disque dur qui fait des millions de milliards de gigas. En d'autres termes, vous avez une mémoire d'éléphant et la vitesse de l'escargot. Donc, vous êtes en capacité d'avoir beaucoup d'informations, oui, mais vous n'êtes pas en capacité de les traiter. Donc, elles servent à que dalle. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde qui est traité, qui est dirigé globalement par le salut du disque dur et pas du processeur. Et c'est tout le mal de notre siècle. Et bon, après, évidemment, il y en a qui dire oui, mais en plus, ils servent évidemment, mais c'est pas la question. Là, on essaie de traiter le sujet sans rentrer dans l'aspect politique des choses. Évidemment que ça joue contre. Bien sûr, mais là c'était juste l'idée pour essayer d'étoffer cet exemple. Voilà. Donc le salut serait quelque part d'avoir un vrai diagnostic. Il faudrait des gens qui gèrent réellement l'humain, qui comprennent ce que sont les spécificités de l'espèce humaine, les spécificités de chaque civilisation, parce que tu ne gères pas des Européens, des Français, des Espagnols, comme tu vas gérer des Chinois, des Indiens, parce que normalement le vivre ensemble, la séparation des nations qu'il y a eu dans l'histoire, c'est faite parce qu'il y avait des spécificités entre les individus et que la volonté de vivre ensemble, qui est normalement l'essence de la nation, n'était pas le même en fonction des endroits. Quand vous voyez qu'il y a des petits pays morcelés à certains endroits au milieu de grands empires à côté, c'est que cet endroit-là ne voulait pas vivre comme son voisin. Donc il y avait des différences. Et cette différence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gérer cette civilisation ou cette nation, elle va s'inscrire dans un processus, dans un équilibre qui lui est propre. Et en fait, le secret serait de trouver l'équilibre nécessaire au bon fonctionnement et à la prospérité de chaque nation, chaque civilisation et presque chaque contrée. Ça serait ça l'essence de la prospérité chez les hommes et chez les nations. Parce que le problème, c'est que si tu n'agis que pour faire plaisir, ce qui est le cas aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que la France a le fonctionnement qu'elle a. Parce que demandez-vous pourquoi la France a autant d'aide sociale par rapport aux voisins. C'était pour gérer les ingérables, clairement, parce que comme vous n'avez pas un président souverain depuis 70 ans, si on avait voulu, c'est pas 68 qui est une révolution, vous avez qu'à voir le premier gars qu'embrasse Macron est le même que celui qui a porté mai 68, Macron quand il est élu. Donc ça veut dire que tout ça, ce sont des fausses révolutions. Mais simplement, elles ont permis la destruction de l'unité, notamment. Voilà, et des standards historiques qui, elles, créaient de l'unité et qui étaient les fondements de la nation, qui étaient autour de la famille, notamment, et de certaines valeurs. Ok. Bah écoute, vis-à-vis de tout ce que tu as dit, je pense qu'il faut revenir justement à l'essentiel, et j'aimerais que tu m'en parles. Qu'est-ce qui, pour toi, est essentiel à l'homme de manière individuelle et collective? Le problème, c'est que encore une fois, il me pose des questions. C'est là que vous voyez que je ne les prépare pas, parce que je lui dirais là, quand même, t'es dur. En fait, ça se traite avec beaucoup de sagesse. Il faut le traiter avec sagesse, ces sujets-là. Il faut comprendre qu'on n'est pas tous animés des mêmes singularités et que de ne pas le reconnaître, c'est faire la plus grosse erreur de diagnostic qui puisse être sur notre propre espèce. Et donc, une erreur de diagnostic, quand le médecin l'a fait et que la maladie était grave, vous mourrez. Et c'est ce que nous sommes condamnés à faire parce que ça fait trop longtemps que nous refusons le bon diagnostic. Et donc, à partir de là, nous nous condamnons à être punis d'une certaine manière, voilà, parce que nous sommes hors du cadre de la réalité, nous sommes la grenouille rouge qui est dans un paramètre qui n'était pas très inspirant et inspiré va aller se frotter au prédateur en étant beaucoup trop flaque pour lui. Voilà, donc ça c'est le gros souci. Du coup, à force de composer, je finis par en oublier la question. Qu'est-ce que l'homme devrait faire? C'est individuel. C'est individuel. Parce que le problème, c'est qu'on ne vient pas tous faire la même chose.
on vient pas tous faire la même chose sur Terre. Dans l'absolu, si vous me demandez, chaque humain devrait essayer de comprendre qu'il est pas animé que du monde physique et que donc à partir de là, il est là pour évoluer en tant qu'être spirituel. Parce que nous sommes liés de corps et d'esprit, nous sommes matière et nous sommes énergie. Donc nous sommes les deux comme en physique et en quantique. Voilà. Donc comme dans l'atome où il y a de la matière et il y a de l'énergie. Donc l'homme c'est la même chose. Et là, l'Occident est rentré dans quelque chose où finalement il n'est plus régi que par la terre, que par le lourd, que par l'incarnation. Et donc il n'est animé que par manger, argent, baiser, voilà, donc nous nous limitons grosso modo à ça, du matériel, voilà, des émotions, et tout ça ne sont pas des choses de l'esprit, elles sont des choses qui peuvent stimuler l'esprit, parce que ce sont des paramètres, elles peuvent stimuler l'esprit, mais elles ne sont pas la vie. Donc chaque individu devrait être sur Terre pour évoluer clairement, voilà, mais certains n'ont pas forcément ce paramètre-là dans leur existence, mais justement dans la gestion, ce qui était la question de tout à l'heure, il faudrait justement savoir quand les individus justement sont dans cette capacité ou non, parce que ça permet de les mettre à des postes ou à des places qui servent le bien commun. Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça, c'est de mettre ceux qui ont ces faveurs-là au service du bien commun, parce que ce seront les meilleurs gestionnaires des uns et des autres, parce qu'eux, ils seront en capacité de se mettre à la place de tout le monde, alors que certains ne seront pas dans cette capacité-là. Voilà. Et donc c'est là où est toute la problématique. C'est qu'aujourd'hui, pratiquement tous ceux qui ont le pouvoir et gouvernent ne sont pas en capacité de se mettre à la place des plus démunis, que ce soit financièrement comme sur d'autres paramètres. Voilà. Et ça, c'est tout le mal, c'est tout le mal de notre siècle, et c'est pour ça qu'ont été créées d'ailleurs les aides sociales. C'était pour pas avoir à les gérer. Voilà. Quand on n'a pas besoin de poser des questions sur eux, eh bien, en fait, on prend un max de pognon aux autres, enfin la classe moyenne, et on le donne aux plus démunis. Voilà, et comme ça, on n'a pas à se poser des questions de gestion. Voilà, ils ont un toit, leur vie n'est pas en danger, même s'ils vivent dans l'indignité sociale, eh bien, ils ne nous cassent pas les belles bains. Ouais. Voilà. Jusqu'au plafond de verre. Jusqu'au plafond de verre, bien évidemment. Tu peux me remémorer la question, parce qu'encore une fois, comme je m'en éloigne. C'était trouver ce qui était essentiel de manière individuelle pour l'homme et collective. Ok, donc essentiel pour l'homme, clairement c'est ce que je viens d'énumérer, c'est que nous sommes là pour évoluer en tant qu'être spirituel, nous sommes là pour, vous pouvez reprendre le document de la mécanique de la vie, nous sommes là pour augmenter nos degrés de conscience, notre équilibre intérieur, notre foi qui est liée à la confiance, et tout ça doit augmenter parce qu'en fait ça fait grandir notre capital spirituel, et donc nous augmente notre probabilité de se légitimer à recevoir des faveurs de l'origine créatrice, parce que nous acceptons et respectons les règles du jeu, et que nous sommes dynamiques dans notre souci d'évolution personnelle et pas dynamiques dans un conditionnement qui lui est complètement sociétal, puisqu'en fait il ne résulte que des choses du corps et des choses de la matière et de la superficialité, ou presque. Ouais. En fait, le meilleur moyen de changer la société, c'est de se changer d'abord soi-même. Surtout aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, clairement, vous pouvez essayer si vous voulez. Pour moi, vous perdez votre temps. Si vous analysez bien les choses, vous verrez que les choses sont déjà inscrites et écrites. Si vous étudiez suffisamment le monde, vous verrez, vous comprenez bien que quand vous dominez très largement à travers tous les soucis économiques, si à un moment donné quelque chose vient vous échapper, vous plongerez évidemment ce qui vous entoure dans un petit chaos monétaire par exemple, et comme ça vous serez peinard pour les gérer. Voilà, donc c'est juste un exemple. Donc surtout, je ne veux pas tuer l'espoir de ceux qui en ont, mais travaillez surtout individuellement. Voilà, n'allez pas, il faut être intelligent à un moment donné. Quand la bataille elle est perdue, n'envoyez pas vos dernières forces mourir au front inutilement, c'est ridicule. Voilà, ce n'est qu'une bataille et il faut savoir mener ses troupes à la victoire, et la victoire elle s'inscrit dans des temps qui sont des temps de patience, voilà, des temps de sagesse, et pas être pressé. Alors qu'en fait toutes les faveurs sont négatives d'un point de vue des probabilités. Mais évidemment je ne suis personne, celui qui souhaite le faire, grand bien lui fasse, et je suis ravi qu'il me fasse mentir. Je me serai le plus heureux et je le remercierai largement.
Ben, c'est une belle note de fin, je pense. Bon, bah écoute, c'est super. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, on va enchaîner avec d'autres vidéos prochainement. Je vous le redis, la mécanique de la vie, c'est sur Instagram principalement et en secondaire TikTok et Facebook, YouTube toujours et les diverses plateformes de podcast. Voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à liker, à commenter, les amis, ça fait énormément de bien à la chaîne et surtout ça motive parce que ça prend énormément de temps, tout ça, et donc ça permet quand même de récompenser à minima le travail et surtout de se régaler tous ensemble dans le futur parce que c'est quand même l'objectif à la fin. Merci une nouvelle fois à tous et à très bientôt sur la mécanique de la vie. Et merci à Jeff évidemment.